Juin 2019, dans le village de Baye-Peul, dans le nord de la Casamance. Un des chefs rebelles du mouvement des forces démocratiques casamançaises s'adresse à une centaine de villageois venus des localités alentours. Son nom, Salif Sadio. Officiellement, sa réunion porte sur les négociations en cours entre l'État sénégalais et la faction du MFDC qu'il dirige. Mais très vite, le chef rebelle martèle que la Casamance doit obtenir son indépendance. Donc ce peuple-là a le droit sautelé de déterminer librement son statut politique. Depuis 1982, les membres du MFDC et l'État sénégalais s'opposent dans un conflit qui est considéré aujourd'hui comme le plus vieux du continent. Au cœur du contentieux, l'indépendance de la Casamance réclamée par les combattants armés du MFDC et sa branche politique. Malgré une relative accalmie depuis 2012 et l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall, le conflit continue de paralyser les activités économiques de la région et le quotidien de ses habitants. Alors pourquoi, 38 ans après le début des hostilités, ce conflit oublié dure-t-il encore ? Pour mieux comprendre, il faut d'abord se pencher sur l'histoire de ce territoire. La Casamance représente aujourd'hui 1/7 de la superficie totale du Sénégal, avec une population d'environ 1,5 million d'habitants. À l'origine, la Casamance est une création coloniale. Ce territoire coincé entre la Gambie et la Guinée-Bissau a jusqu'au XIXe siècle fait partie d'un empire, le Gabou. À la fin du XIXe siècle, 3 puissances coloniales se partagent cet empire multiethnique et instaurent de nouvelles frontières. L'Angleterre s'empare de l'actuelle Gambie, le Portugal prend possession de la Guinée-Bissau et la France de la Guinée et du Sénégal dans lequel est intégrée la Casamance. Mais c'est pendant la période coloniale que se construit l'idée d'une différence culturelle entre la Casamance et le Sénégal. Au nord, dominent les Wolofs musulmans et urbains, alors que le sud est peuplé majoritairement par les Diola, animistes et ruraux. En 1960, quand le Sénégal accède à son indépendance, les hommes politiques casamançais ont déjà commencé à s'organiser politiquement pour intégrer le pouvoir central à Dakar. À l'époque, il n'est pas question d'indépendance, mais d'une meilleure représentation des intérêts du territoire au niveau national. La région est considérée à l'époque et aujourd'hui encore comme le grenier du Sénégal pour ses terres fertiles et ses cultures, mais elle est à la traîne au niveau économique. Déjà, à cause de son enclavement, le mauvais état des routes rend très difficile les déplacements, mais aussi en raison d'un manque d'infrastructures. S'ajoute à cela la spéculation foncière autour des terres locales. Une loi votée permet à des fonctionnaires et des nordistes de venir s'installer à des conditions avantageuses à Ziguinchor au détriment des locaux qui n'ont souvent pas de documents pour prouver leur droit de propriété. Toutes ces circonstances vont créer une immense frustration au sein de la population casamançaise. Elle a l'impression, au mieux, d'être marginalisée, au pire, d'être méprisée par Dakar. Dans ce contexte, le MFDC va évoluer vers un nouveau discours, l'indépendance comme solution au désarroi populaire. Ce discours sera incarné pendant plus de 25 ans par un curé, l'abbé Augustin Diamacoune Senghor. Depuis Paris, Mamadou Nkrumah Sané prend la tête de l'aile extérieure du mouvement. Mais le 26 décembre 1982 marque un tournant. Une manifestation rassemble près d'1 millier de personnes à Ziguinchor. Cette marche pacifique est violemment réprimée par l'armée sénégalaise, ce qui pousse le MFDC à choisir la lutte armée. Après une attaque meurtrière visant l'armée, une partie des leaders se retrouve emprisonnée. Le président Abdou Diouf choisit la force pour mettre fin aux volontés séparatistes. Mais cette stratégie est un échec. Pendant 6 ans, une guérilla prend place en Casamance. L'armée et les combattants s'affrontent aux abords des forêts casamançaises. Sidi Badji, un vétéran de l'armée française et sénégalaise, organise la branche armée du MFDC. C'est la naissance de l'Atika, le combattant en Diola. Le maquis compte alors 2000 jeunes volontaires. Au cours des années 90, plusieurs accords de cessez-le-feu sont signés entre le MFDC et l'État sénégalais. Mais ils seront tous violés un à un. Cette période est marquée par des ratissages réguliers de l'armée, l'installation des mines antipersonnelles et l'augmentation des crimes dans les villages de Basse-Casamance. Et en avril 1995, 2 couples de Français disparaissent sur la route entre Ziguinchor et la station balnéaire du Cap Skirring. Sous la pression de la France, Dakar envoie près d'1 millier de soldats pour les retrouver, en vain. Avec l'arrivée au pouvoir d'Abdoulaye Wade en 2000, l'État sénégalais change de stratégie. Sa méthode est simple, payer les rebelles pour avoir la paix.
Conséquence, les rivalités entre ces groupes qui s'accusent d'être corrompus s'intensifient. Et un regain de violence s'observe dans la région autrefois très prisée des touristes. En 2004, un accord de paix est signé entre l'État du Sénégal et l'abbé Augustin Diamacoune Senghor. Mais dans les faits, il n'est pas suivi. Les braquages et pillages sur les routes de la Casamance se poursuivent. Au moment où je suis ici devant vous, je peux vous dire que la paix est proche. J'ai des contacts directs avec les grands chefs du maquis. En 2007, l'abbé Diamacoune meurt et le MFDC se déchire autour de sa succession. Aujourd'hui, 4 factions sont encore en activité. La situation profite au développement d'une économie de guerre en Casamance. Au nord, à la frontière sénégalo-gambienne, le trafic de chanvre indien, la contrebande et la coupe de bois permettent aux maquisards de subsister. Et au sud, à la frontière bissau-guinéenne, c'est le trafic d'anacarde qui domine. La Gambie et la Guinée-Bissau ont d'ailleurs souvent joué un rôle déterminant dans le conflit, en servant de base arrière logistique aux factions et en soutenant aussi, à certains moments, la rébellion face au Sénégal. Prises en étau, les populations subissent les conséquences de ce conflit. Un conflit qui a causé 3 000 à 5 000 morts, dont au moins 700 liés à des mines antipersonnelles. Selon les estimations des Nations Unies, entre 30 000 et 60 000 personnes auraient été déplacées dans la région. Il serait notamment entre 10 000 et 13 000 réfugiés casamançais, répartis entre la Guinée-Bissau et la Gambie, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Aujourd'hui, plusieurs centaines de villages sont toujours abandonnés. En 2018, 75% de la population se trouvait en dessous du seuil de pauvreté. Une situation qui encourage un exode rural massif, notamment chez les jeunes qui émigrent vers Dakar ou illégalement en Europe. Pour redynamiser la région, Macky Sall a mis en place depuis 2012 une série de programmes pour désenclaver la Casamance. Construction de ponts, de routes goudronnées et d'installations électriques. En parallèle, il a entamé des négociations avec la faction de Salif Sadio sous l'égide du médiateur de paix Sant'Egidio, une association catholique basée à Rome. Mais en 8 ans, le gouvernement sénégalais est resté bien silencieux sur l'avancée de ces discussions. De quoi alimenter la frustration des Casamançais qui attendent